Comment se manifeste un burn-out? Et comment ne plus en être victime? C'est à ces questions et bien d'autres que nous allons répondre aujourd'hui avec Corinne Lebars, autrice du livre Réussir sans burn-out, sorti en 2022 aux éditions RS. Ce livre relate le récit de 7 personnes ayant transformé l'épreuve du burn-out professionnel en ressources pour les autres. Bonjour Corinne Lebars. Bonjour. Votre ouvrage retrace le récit de 7 personnes ayant vécu un burn-out. Dans l'introduction, vous dites, et là je cite, « Au fil des séances de ce groupe de parole, qui ne dit pas son nom, elles comprennent que ce qui leur arrive n'est pas une dépression mais une rupture. » Fin de citation. Je trouve cette phrase très intéressante et elle m'amène 2 questions. Je vais commencer par la première. Donc, première question, ne pas comprendre ce qui leur arrive signifie-t-il que comprendre que l'on est victime d'un burn-out est un processus long ? J'ai envie de dire que c'est même la première caractéristique d'un burn-out. C'est comme ça qu'on sait qu'on en a fait un après. C'est un burn-out qui se prépare, qui met du temps à se préparer. C'est à ce moment-là qu'il faudrait intervenir si on le savait. Mais il y a une grande période de déni, en fait, durant laquelle la personne lutte, se débat et refuse, en fait, de penser que quelque chose comme ça peut lui arriver. Elle pense qu'elle va s'en sortir, que ça ira mieux demain, quand les vacances vont arriver, quand le week-end va arriver. Si je prends mon exemple personnel, puisque je fais partie des 7 témoins qui font leur récit dans ce livre, je me suis pour ma part rendu compte que j'avais débuté cette grande période de souffrance au travail beaucoup plus tôt que je l'imaginais, parce que j'ai récupéré mon dossier médical chez mon médecin traitant et que j'ai vu que dès 2015, il avait noté problème au travail. Alors que pour moi, je situais le début du burn-out en 2017, voire 2018. Et j'ai aussi retrouvé dans ses notes ce qu'il appelait un syndrome d'Atlas et que j'avais complètement oublié, c'est-à-dire que j'avais des fortes douleurs dans la nuque, comme si je devais porter la terre entière sur mes épaules. Donc le burn-out commence beaucoup plus tôt qu'on ne le croit et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Il se termine aussi beaucoup plus tard qu'on ne l'imagine. D'accord. Et pour vous, il s'est matérialisé comment en fait physiquement ce burn-out? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Physiquement, il y a eu plein d'indices avant, mais que je n'écoutais pas du tout. Et puis, comme je n'écoutais pas mon corps, eh bien, un jour, il m'a fait quelque chose de très cruel. C'est-à-dire qu'il m'a laissé croire que j'étais en train de faire un AVC, ni plus ni moins. J'ai été hospitalisée en neurologie, j'ai eu une IRM, j'ai même eu un grand ponte qui est venu me voir au service des urgences parce que je voulais rentrer chez moi parce que le lendemain, il y avait le mariage de mon fils, et qui m'a fait signer une décharge en me disant, vous savez, ça peut être très grave ce que vous avez. Et en réalité, c'était un faux AVC. Mais mon corps n'avait plus que cette solution-là pour m'arrêter. D'accord. Donc voilà très concrètement comment ça s'est passé. Et pour connaître beaucoup de gens maintenant qui ont fait un burn-out, pratiquement tout le monde a vécu un moment comme ça de rupture du corps. On peut tous et toutes dater et pratiquement en donner l'heure précise. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a un déni aussi dans le burn-out? Ah ben complètement. Il y a un déni pendant toute la première phase qui peut être assez longue. Et il faut vraiment que le corps dise stop pour que finalement on se dise ah ben je suis peut-être en train de faire un burn-out, c'est peut-être ça, ou que quelqu'un, un médecin qu'on rencontre à cette occasion, nous dise mais c'est ça que vous êtes en train de faire et peut-être même vous le faites depuis déjà plusieurs mois voire plusieurs années. D'accord. C'était vraiment la caractéristique majeure du burn-out. Quelqu'un qui vous dit oh je suis en train de faire un burn-out, là je commence à avoir mal à la tête. Bon, je suis pas sûre que ce soit vraiment ça. Ça peut être des problèmes au travail, mais à mon avis, ça peut pas s'appeler de cette manière-là. Je crois qu'il faut vraiment réserver ce mot à quelque chose de très paroxystique et de très long, qui se produit d'une manière tout à fait inattendue. En début, je vous parlais du fait que la citation que je vous ai donnée m'a amené 2 questions. Donc là, je vous ai posé la première question. Ma deuxième question, c'est lorsque vous parlez de rupture. Parce que la phrase exacte, c'est que ce qui lui arrive n'est pas une dépression, mais une rupture. C'est une rupture avec qui et avec quoi? Alors en fait, en lisant ce que j'ai écrit à ce sujet, je me suis dit que je me suis trompée, j'aurais dû écrire rupture au pluriel. Parce qu'en réalité, c'est un enchaînement de ruptures qui nous arrive, comme si c'était des dominos qui ne cessaient de tomber les uns après les autres. Alors la première rupture, c'est la rupture avant ce qu'on espérait de son métier, de son poste, de l'idéal de sa profession. Il y a le plus souvent une rupture d'ailleurs avec soit un manager, soit des collègues, parce que dans pratiquement tous les cas, il y a des personnes qui sont évidemment impliquées dans notre burn-out, soit volontairement, soit par incompétence ou encore par grande maladresse.
Et on ne fait pas un burn-out juste parce que l'on aime trop son travail et que l'on ne sait pas s'arrêter. Il y a vraiment une organisation qui gère cet épuisement, qui génère cet épuisement. C'est un beau lapsus. Et une organisation qui forcément est portée par des hommes et des femmes. Donc il y a cette première rupture avec cet idéal de son métier. Ensuite, il y a la deuxième rupture que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une rupture physique, voire même physiologique, puisqu'à un moment donné, le corps lâche, et qu'il lâche avec une grande brutalité, mais qu'il le fait sans doute pour nous sauver, parce qu'on n'a pas écouté pendant des mois ou même des années. Et il y a donc une rupture très concrète, puisque on va avoir, comme j'ai eu un faux AVC, on va avoir un faux infarctus, ou vrai d'ailleurs, on va avoir éventuellement un cancer, j'ai connu quelqu'un qui s'est arrivé, on va faire une phlébite, enfin on va faire des choses assez graves qui pourraient nous conduire à la mort éventuellement et qui nous obligent donc à vraiment rompre avec le travail à ce moment-là. Et puis la troisième rupture, c'est du coup une rupture relationnelle puisque notre état de santé va nous conduire à un arrêt de travail long, alors qu'auparavant, on refusait souvent les arrêts de travail que nous proposait notre médecin. Mais là, on n'a pas le choix. Et donc la rupture, elle est relationnelle, elle est sociale. On ne va plus sortir de chez nous, on ne va plus avoir aucune énergie pour faire quoi que ce soit. On ne va pas savoir quoi répondre à notre entourage quand il va nous demander ce qui nous arrive ou quand il va éventuellement nous conseiller de retourner au travail. Et on va se désocialiser, à la fois involontairement parce qu'on n'a aucune force et volontairement parfois parce qu'on ne veut pas affronter le regard des autres ou parler avec les autres. Donc en fait, la dépression n'est pas la cause du burn-out, mais elle est la conséquence. Et on y tient beaucoup quand on est passé par là, parce qu'on n'était pas nécessairement des gens fragiles auparavant. Bien au contraire, je dirais même qu'on était plutôt des gens costauds. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure qu'il paraît qu'une personne dise « Oh, j'ai mal au crâne » ou « Je suis peut-être un burn-out ». Ce qui m'amène une réflexion sur la définition même du burn-out, parce que j'ai l'impression que dans le langage courant, burn-out, c'est souvent associé à un surmenage. « Oh, tu travailles trop, attention, tu vas faire un burn-out ». Sauf que dans ce que vous dites, ça va bien au-delà du surmenage. Ça touche à l'intime, à l'estime de soi, au doute, etc. Comment vous définiriez, vous, un burn-out ? Alors moi, j'irais jusqu'à dire, au vu de mon expérience et du partage de mon expérience avec les 6 femmes qui ont écrit dans le livre, puis avec beaucoup d'autres quand on a créé une association ensemble, que le burn-out est une longue maladie, voire même peut-être une maladie chronique de l'estime de soi. C'est-à-dire que l'estime, la confiance, l'amour de soi sont tombés tellement bas qu'on a ensuite, et pour une durée extrêmement longue, voire peut-être même pour toujours, une très grande difficulté à les voir pleinement remonter. Je me souviendrai toujours d'une personne qui témoigne dans le livre et qui avait dit « Je suis devenue une flaque ». Elle s'était littéralement donc liquéfiée, elle était entrée dans la terre, sous la terre. En fait, on n'est plus rien. En tout cas, on a le sentiment de n'être plus rien. Moi, personnellement, j'ai choisi la métaphore du film La haine, c'est-à-dire la chute vertigineuse, une chute dont, en principe, on ne peut jamais se relever tout à fait. Et je crois pour avoir connu vraiment le paroxysme du burn-out en octobre 2018, quand j'ai fait ce faux AVC, donc il y a quand même presque 4 ans et demi, qu'on en garde toujours des séquelles. Parce qu'au moindre petit grain de sable, à la moindre contrariété, au moindre petit reproche, on va redescendre très très vite au 36e dessous, parce que notre estime de soi, elle demeure fragile même si elle remonte. Donc pour moi, on est bien dans une maladie chronique de l'estime de soi. Je dirais ça pour la définir de manière peut-être un peu saisissante. D'accord. Et vous parlez dans votre ouvrage de solitude comme point commun à toutes les personnes interrogées. Toutes donc souffrent de solitude, se sentent isolées. Et si le fait de se sentir seul est un des facteurs de burn-out, est-ce qu'il en existe d'autres ? Alors oui, je voudrais dire que effectivement la solitude, ça peut être une cause si on se débat dans des problèmes au travail sans aucun soutien. En tout cas, elle peut être un facteur aggravant, parce qu'on sait bien qu'un manager peut essayer de diviser pour mieux régner, tenter de nous isoler, que les collègues ont peur qu'il leur arrive éventuellement la même chose, et puis même les représentants du personnel peuvent avoir du mal à affronter l'employeur, peuvent aussi croire ce qu'il peut leur raconter. Mais la solitude, elle est surtout présente après, quand on a été obligé de quitter son travail. Donc en fait, pour moi, c'est pas forcément un facteur premier, mais plutôt une conséquence. Par contre, parmi les autres facteurs, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a bien sûr la surcharge de travail, parce que ça se retrouve à peu près partout. Et c'est d'autant plus vrai qu'on est une femme, parce qu'une femme, on le sait, a souvent apporté une charge mentale plus forte que celle des hommes, parce qu'au-delà du travail, elle a beaucoup de choses à porter. Mais il y a aussi la non-reconnaissance du travail accompli.
malgré l'énergie avec laquelle la personne s'y emploie. Comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a une forme de perte de l'idéal de son métier s'il est mis à mal par l'organisation, ou bien par de nouvelles tâches qui font qu'on n'en voit plus du tout le sens, ou qu'on ne peut plus l'exercer aussi bien qu'avant, ou avec autant de professionnalisme, en tout cas comme on le voudrait. Et c'est d'autant plus vrai dans les métiers où on intervient pour des personnes. C'est sans doute pour cette raison que les métiers de la santé et du travail social notamment sont surreprésentés. Mais on peut voir, notamment dans l'ouvrage, que même si on est dans un métier de la banque ou de l'informatique, dans la mesure où on a un client à servir et qu'on veut le servir bien, soit parce qu'on tente d'obtenir un prêt pour lui, soit parce qu'on essaye de le dépanner, eh bien, on a une responsabilité très forte vis-à-vis d'une personne humaine. Et dans ces cas-là, si notre travail est mis à mal, évidemment, c'est d'autant plus pénible pour nous et c'est d'autant plus cruel dans l'arrivée de cette maladie, je vais l'appeler comme ça. Alors, une dernière chose que je voudrais dire sur les facteurs du burn-out, on parle souvent des facteurs liés à la personnalité de la personne qui souffre du burn-out, mais il faut toujours faire très attention parce que il ne faudrait pas être tenté de dire que de toute façon ce sont les personnes qui sont responsables à cause de ce qu'elles sont, de leur caractère, de leur personnalité. Néanmoins, ce qu'on a quand même remarqué, et je suis pas la seule à l'avoir fait, c'est que il y a un système avec une organisation, avec les personnes avec lesquelles on exerce le travail, mais il y a aussi effectivement une part de nous-mêmes. On a des profils en général de gens très bosseurs, très perfectionnistes. On est souvent, un peu plus souvent, des femmes, peut-être parce qu'on a été éduqués pour prendre soin des autres. Et donc, avec ce profil-là, on peut être plus facilement en proie à la souffrance au travail, il est vrai. Mais là, je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il faut éviter des généralisations hâtives et il faut éviter de faire porter la seule responsabilité à l'individu. D'accord. Comme vous expliquez que c'est un processus qui est long, comment on peut reconnaître que l'on fait un burn-out ? Alors, la personne elle-même va avoir énormément de mal à s'en rendre compte et souvent, quand elle s'en rend compte, comme je l'évoquais en début d'entretien, il est déjà presque trop tard puisque les manifestations physiques violentes se manifestent et c'est souvent comme ça qu'elle le découvre. Alors par contre, les collègues pourraient peut-être, eux, s'en apercevoir malgré la phase de déni parce qu'il y a quand même des indices. Alors, on pourrait dire, par exemple, le premier indice, c'est déjà le profil, effectivement. Quelqu'un de très bosseur, de très perfectionniste, qui a un idéal par rapport à son métier. Déjà, on se dit peut-être qu'il pourrait être plus sensible à des difficultés au travail. Ensuite, il faut regarder comment il travaille. Est-ce qu'il fait, par exemple, des heures en plus, le midi, le soir ? Moi, j'ai eu des témoignages et ça m'est arrivé également, des gens qui ne vont même pas aller aux toilettes de toute la journée pour rester au travail. Est-ce qu'il emmène donc du travail le soir ou le week-end ou aux vacances ? Ça, c'est aussi un indice important. Est-ce qu'il commence ensuite à exprimer des petites plaintes somatiques, des douleurs diverses, des migraines, des douleurs dans la nuque, de la fatigue, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires ? D'ailleurs, mange-t-il le midi ? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a repéré. Ce sont des gens qui, comme moi, finissent par manger un petit truc sur le pouce ou sur le coin du bureau, ou plus du tout. Est-ce qu'il a eu des courts arrêts de travail ? Ou est-ce qu'il en a eu, mais il ne les a pas pris ? En tout cas, pas en totalité, parce que ça aussi, ça fait partie de la phase du déni. Donc ça, c'est un autre type d'indice qu'on peut avoir. Un indice aussi, bien sûr, qui paraît évident, c'est est-ce qu'il est en difficulté avec son manager ou son employeur ou encore avec des collègues de travail, dans des difficultés graves qui sont au-delà, évidemment, des tensions normales. L'autre indice, c'est que est-ce qu'on a pu observer qu'il y avait un changement intervenu dans son travail depuis peu de temps et que ce changement ne lui convient pas ? Est-ce que même il arrive à se dire désabusé par ce que représente aujourd'hui son métier, sa fonction, son poste ? Ça, c'est toute une série d'indices que quand même les collègues un peu attentifs pourraient repérer. Quant à soi-même, je vous le disais tout à l'heure, c'est quasiment impossible de se rendre compte de ça, en tout cas de l'admettre, parce qu'on est des battants, on est des besogneux, on y arrivait jusqu'ici, on faisait face quoi qu'il arrive, on tient à garder cet emploi, montrer notre compétence, notre investissement, et c'est pour ça que le corps lâche. Voilà. D'accord. J'aimerais revenir à un des récits que vous partagez dans votre ouvrage. Dans un des récits, les mots qui sont exprimés pour décrire le quotidien de travail d'une infirmière sont, je trouve, très violents. On parle de chemin de croix, de crucifixion, de peloton d'exécution, travailler comme un zombie, etc.
à en croire que le travail, au-delà d'une souffrance, devient une sorte de combat, voire une mort annoncée. Est-ce que c'est cela? Alors, bien sûr, moi qui ai coordonné ce livre et qui avait écrit auparavant et avait certaines techniques littéraires, j'ai un peu poussé chacune des témoins à trouver le champ sémantique qui correspondait vraiment à ce qu'elle ressentait en parlant de son travail. Mais la plupart du temps, elle l'avait elle-même déjà trouvé, parce que je constatais que chacune employait des mots qui étaient effectivement très forts, en rapport avec la mise à mort, en rapport avec l'obéissance, en rapport au déclin, à la chute, etc. Et dans le livre, en plus, il y a des petits dessins, des petites illustrations qui accompagnent les titres de chaque chapitre et qui viennent encore renforcer ce que chacune de nous voulait dire. On est un bon soldat, on est sous l'œil du manager, on suit un chemin de croix, on perd le contrôle, on craque, on tombe, etc. Pour finir par dire nul n'est irremplaçable et on finit par rendre les armes. Et effectivement, c'est vraiment ça, c'est une lutte de tous les jours et c'est en plus un combat perdu d'avance. Car si on avait la moindre chance de le gagner, on éviterait sans doute le burn-out. Et personnellement, je me souviens d'un psychologue du travail que j'étais allée voir et qui m'avait dit « Mais ce ne sont pas vos compétences qui sont en cause, c'est un problème politique, au sens de la politique de l'établissement, qui vous dépasse totalement. Vous êtes impuissante, vous ne pouvez rien faire. » Et son collègue médecin du travail qui me disait « Il faut que vous partiez pour vous sauver, dans les deux sens du terme, il n'y a aucune autre solution. » Donc effectivement, c'est un peu une mort annoncée. Moi, je partage complètement votre observation. D'accord. Et il y a un autre des récits qui m'a marqué, qui montre que le burn-out peut aussi être quelque chose qui lie des collègues entre eux, subissant par exemple un même manager particulièrement toxique. Dans un des récits, la personne qui est décrite travaille dans un établissement médico-social et sa collègue lui dit, pratiquement dans les premiers jours où elle arrive, en parlant du manager, ne le laisse pas te faire croire que tu ne vaux rien, tu es une bonne professionnelle, tu peux travailler ailleurs, tu es à la hauteur. Donc ça, c'est la fin de la citation. Et malgré ces recommandations, la personne finit par se sentir humiliée, elle finit en colère et se sent victime d'injustice face au manager. Dans ce cas bien précis, face à un manager toxique et donc qui peut être vecteur de burn-out, créateur en tout cas de burn-out ou source de burn-out, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que salarié? Alors, il faudrait, dans l'idéal, évidemment, ne pas attendre pour demander un soutien. Et d'abord, sans doute, une aide psychologique pour comprendre ce qui nous arrive. Les 7 personnes qui ont témoigné dans le livre dont je fais partie ont toutes fini par bénéficier d'une prise en charge psychologique ou psychiatrique, voire de plusieurs, mais souvent déjà un peu tard. Pour que l'estime de soi, donc, ne soit pas déjà trop entamée, il faudrait pouvoir aller déposer ce que l'on vit chez quelqu'un qui nous aiderait à ne pas perdre pied et surtout à ne pas nous croire totalement nuls, parce que ça finit par toujours arriver. Et avec le recul, moi, je regrette de ne pas avoir fait comme l'auteur de ce témoignage, qui a fini avec d'autres, parce que justement, elle avait la chance de ne pas affronter les choses dans la solitude, par écrire à ceux qui étaient au-dessus de son manager et par être entendu enfin. Donc, il ne faut pas se taire, il faut aller déposer ça chez quelqu'un qui va nous aider à comprendre ce qu'on ressent, mais il faut aussi essayer effectivement de trouver les bonnes personnes à qui en parler dans l'institution, dans l'organisation, et le bon canal pour pouvoir le faire. Parce que le risque, quand on va raconter tout ça, c'est qu'il peut y avoir un traumatisme secondaire au traumatisme premier. Si on n'est pas écouté, si on n'est pas cru, aller le raconter, ça peut être encore pire. Donc c'est là où c'est très délicat et où cet auteur a eu, heureusement pour elle, le courage bien sûr et la chance aussi d'avoir des collègues dans son équipe qui vivaient la même chose et qui ont rédigé la lettre avec elle. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Et puis, il faudrait plébisciter les lieux de travail où il y a des vraies instances d'écoute et d'accompagnement. Parce que sinon, s'il n'y a pas des espaces collectifs, on est toujours renvoyé à son individualité, à sa personnalité. Et il faut remettre du collectif là où il n'y en a pas toujours, là où on le sait... Les syndicats ont perdu pied depuis des années, même s'il y a des mouvements en ce moment qui pourraient faire penser au contraire. Et il faut que le burn-out ne soit plus une affaire personnelle entre un individu souffrant et ses soignants, mais bien une problématique portée par tout un collectif. Ok. D'ailleurs, vous évoquez dans votre ouvrage que les personnes dont vous retranscrivez l'histoire, dont vous retranscrivez le récit, affirment vouloir sortir du statut de victime de burn-out au profit du statut de résistante.
y sont-elles arrivées? Alors, plus ou moins bien, selon les personnes. Il y a des gens qui n'y arrivent pas au bout de plusieurs années, c'est vrai. Il y a des gens qui restent dans le statut de victime. Alors, il faut savoir quand même que il faut qu'il y ait une étape où on soit reconnu comme victime. Ça, c'était vraiment important parce qu'on se sentait nul, on se sentait responsable. Donc, il faut qu'à un moment donné, il y ait un espace, un temps, un lieu où on vous reconnaisse comme ayant souffert par la faute soit d'une personne, soit d'une organisation. Et donc, c'est une étape indispensable pour prendre après la voie de la guérison. Mais si on reste dans un discours du type je suis victime de mon manager, je suis victime de la surcharge du travail, je suis victime du regard des autres, etc. Il faut, ça va pas être suffisant. Il faut à un moment donné que ce qui nous arrive soit considéré comme un symptôme du dysfonctionnement d'un travail, d'un système dans son ensemble, contre lequel précisément, comme je disais tout à l'heure, tout un collectif doit être mobilisé. Et j'ai envie de reprendre pour étayer mon propos le concept de crise chez le sociologue Edgar Morin, parce que Edgar Morin nous dit quand il y a une crise, il y a un révélateur, il y a une révélation de quelque chose. Donc le burn-out est une crise qui touche une personne et qui va révéler un dysfonctionnement au sein de l'organisation de travail ou des personnes avec lesquelles donc le burn-outé, si je puis dire, travaille. Mais la crise peut être aussi un effecteur, c'est-à-dire changer les choses. Et si on le prend comme tel, si on le comprend comme tel, si le collectif précisément le comprend comme tel, alors il va faire en sorte de trouver des solutions. Et dans ce cas-là, on va être dans une résistance individuelle, une résistance collective à un dysfonctionnement qui se produit. Donc, c'est très important d'avoir ce concept de crise en tête et d'aller au bout de l'autre. Il faut le révéler, mais il faut aussi qu'il agisse, il faut qu'il ait des effets, il faut qu'il ait réellement des modes de résolution. Sinon, on reste victime toute sa vie et effectivement, à un moment donné, c'est loin d'être suffisant et ça nous laisse dans un état de souffrance de toute façon si on reste dans un état de victime. Pour conclure, vous l'avez évoqué en début de notre interview, les personnes qui sont présentes dans ce livre, dont vous retracez le récit, se sont retrouvées pour former une sorte de groupe de parole. Je ne sais pas si le terme est exact, mais en tout cas pour discuter de ce sujet du burn-out et pour libérer la parole. Pouvez-vous nous expliquer comment ce groupe est né et ce qu'il a permis de réaliser? Alors en fait, le groupe est né grâce à 2 assistantes sociales de l'assurance maladie qui ont eu envie de mettre en place ce qu'on appelle dans le jargon un travail social de groupe, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que même si elles accompagnaient individuellement des personnes, le groupe pouvait être un moyen complémentaire et sans doute plus performant de pouvoir aider des personnes victimes du burn-out. Donc, elles ont envoyé un certain nombre d'invitations à des assurés sociaux qui leur avaient été signalés par ceux qui enregistrent les arrêts de travail pour justement souffrance au travail ou problème au travail. Et nous avons été 7 à répondre. Je ne sais pas exactement à combien de gens elles ont écrit, mais je sais qu'elles ont écrit à beaucoup plus de monde que ça. Nous avons été 7 à répondre, enfin 8 au départ, et il y en a une qui a abandonné assez vite. Et nous sommes restés 7 dans un groupe très soudé, très solidaire, et où il y a eu effectivement des relations de confiance entre d'une part nous, les personnes en arrêt de travail et les 2 assistantes sociales, et entre nous les 7 personnes donc en arrêt de travail, puisque à la suite de ça, on a même décidé d'en faire un premier livre, puis un deuxième, et qu'on a aussi créé une association. Donc ça a été quelque chose d'extrêmement important et que je voudrais vraiment plébisciter aujourd'hui. Je voudrais remercier les 2 assistantes sociales, Chloé et Marilène, parce qu'en fait, ça nous a permis précisément d'abord de pouvoir être considérés comme victimes et de pouvoir nous épancher, hein, et ensuite, par contre, de créer. En fait, on a créé en faisant 2 livres, on a créé en faisant une association. Il faut savoir qu'on était parti de très loin. Le premier rendez-vous, la première séance à laquelle nous sommes allés, certaines d'entre nous, ça faisait des mois qu'elles sortaient pratiquement plus de chez elles, qu'elles ne notaient plus un rendez-vous dans un agenda. Et là, on s'est toutes douchées le matin. On est parti tôt, plutôt que d'habitude, puisqu'on sortait juste, quelquefois très tard pour aller chercher un petit morceau de pain à manger. On s'est faite un peu belle, parce qu'on allait quand même dans une institution comme la Sécu. Et
Et on a repris pied progressivement grâce à ça. Ça peut paraître étonnant, mais on en était là quand même pour la plupart d'entre nous. On a toutes beaucoup fréquenté notre canapé, faut le savoir. On l'a usé. D'accord. Oui. Eh bien, merci Corinne Lepars pour ce partage. Merci à vous de m'avoir invitée. Je suis très contente, très fière d'avoir eu ce moment avec vous et j'espère que cet entretien sera largement écouté. J'espère aussi. C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré au burn-out. J'en profite pour vous inviter à lire l'excellent ouvrage de Corinne Lepars intitulé « Réussir sans burn-out », paru en 2022 aux éditions RS. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram et à vous rendre sur 0,org afin de découvrir nos précédents invités. Merci et à très bientôt.